Faut-il tuer son ego? Eh bien, ça c'est une grande question parce que c'est une question à laquelle on a tendance à, si on écoute certains, répondre oui, il faut absolument le tuer. Mais oui, le tuer, mais alors de quelle façon? Et quelles sont les conséquences si on tue son ego? Moi j'ai envie de poser la question, c'est pourquoi déjà tuer l'ego? Qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est ce que nous allons voir justement dans ce podcast. Et on verra également si la réponse n'est pas forcément de tuer son ego, que faire? Et on va le voir également sous le prisme de l'énéagramme, parce que c'est très intéressant aussi de voir justement qu'est-ce que dit l'énéagramme par rapport à ce sujet-là. Bref, un grand programme que nous allons découvrir aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen, l'auteur et la voix derrière ce podcast. Et au travers de celui-ci, je vais te guider à la découverte de ton monde intérieur et des trésors cachés, de l'infinité de trésors cachés à l'intérieur de toi. C'est donc pour ça que la notion d'ego prend tout son sens au travers de cet épisode-là et justement d'aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. Alors en faisant des recherches justement pour t'apporter les informations les plus pertinentes, parce que c'est vraiment mon leitmotiv, aller vraiment au cœur et au plus spécifique possible et au plus avancé sur les recherches. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a aussi amené à faire ce sujet-là sur tuer l'ego, parce que souvent on entend ce mot de tuer l'ego et on le voit dans des courants spirituels et la façon dont c'est amené, eh bien, ça amène une perception qui est très basique, une perception qui est très, donc, forcément limitée de ce sujet-là. Et lorsqu'on parle de ce sujet-là et de tuer l'ego, eh bien, on n'est pas, on peut pas se permettre d'aller dans quelque chose de, on va dire, du niveau 1, du niveau débutant, de développement personnel ou développement spirituel. Non, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Et donc, on a vu à ce niveau débutant, donc ce que je disais, ce qui est marrant, c'est que je me suis amusé à faire des recherches et sur YouTube, j'ai trouvé les 7 technique incroyable pour pouvoir tuer son ego. En faisant une recherche aussi sur le domaine anglophone, j'ai vu là non pas 7 techniques, mais 25 techniques qui permettent de tuer l'ego. Alors c'est sûr qu'on va utiliser ces 7 ou ces 25 techniques, et là bon, boum, l'ego il est mort, il est fini, on n'entendra plus parler. Sauf que c'est pas aussi simple que ça et que c'est pas des petites techniques qui vont nous amener à une bonne compréhension de ce concept-là. Alors déjà on va reposer le concept, la base. Pourquoi dit-on que l'on va tuer l'ego? Alors cette idée-là, ce concept-là vient des courants spirituels issus du New Age. Et ce dont on n'a pas conscience aujourd'hui, c'est que la grande majorité des concepts, des conseils de spiritualité que l'on va voir sur le net sont issus, et parfois sans le savoir, de cette influence New Age. Et d'ailleurs, l'énéagramme a justement des influences qui viennent de cette spiritualité New Age. Pas que celle-ci, puisqu'il y a d'autres influences, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, sur d'autres courants de spiritualité, il y a d'autres influences. Mais c'est quand même bien de voir les sources, de voir les origines, et de voir pourquoi c'est arrivé à l'origine, qu'est-ce qui est dit véritablement à l'origine des choses, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors le courant New Age, c'est un courant qui a vraiment eu son heure de gloire, son âge d'or, fin des années 70, début des années 80, tout particulièrement dans une culture occidentale et culture, on va dire, plutôt nord-américaine, tout particulièrement du côté de la côte californienne. On est à cette époque justement où les mouvements hippies sortent de façon plus forte. Et ce mouvement New Age, il est vraiment une forme de syncrétisme entre une spiritualité qui est influencée par des courants qui sont orientaux. C'est pour ça qu'on va retrouver des notions, comme par exemple la notion des chakras, l'énergétique aussi, mais également des influences occidentales, puisque quand même ce courant New Age est né en Occident, et on va retrouver notamment des influences chrétiennes, ne serait-ce qu'avec la notion des anges par exemple, ou des influences liées à l'ésotérisme de la fin du 19e, début 20e siècle. Et ce courant New Age a été tout particulièrement, donc ça c'est plus pour la culture générale, a été inspiré tout particulièrement à l'origine par
Elena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. Donc Elena Blavatsky, qui, là on est plutôt fin du 19e, début du 20e siècle. Non, plutôt, oui, c'est ça. Et de l'autre côté, Rudolf Steiner, qui donc s'est inspiré également des travaux de Blavatsky. Là aussi, pareil, on est à la fin du 19e, ou plutôt début du 20e, sur son travail-là. Et donc, ces influences-là, elles sont intéressantes à voir. Et on a également une troisième influence qui est celle de Gurdjieff. Gurdjieff, qui, pour rappel, est la personne qui a du moins mis à jour de façon publique pour la première fois à l'ère moderne, au début du XXe siècle, tout particulièrement plus précisément en 1917, cette fameuse figure à 9 points qui est la figure énéagramme. Et donc il parlait d'énéagramme, et après cet énéagramme-là a été transmis jusqu'à l'énéagramme de personnalité qui a été vraiment dévoilé au monde par Claudio Naranjo. Bon, ça c'est un autre sujet justement, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même des origines liées avec l'énéagramme. Et pour aller plus loin donc sur cette notion d'ego, de tuer l'ego, eh bien qu'est-ce que disent ces courants New Age ou cette influence New Age? En fait, la vision New Age de l'ego, c'est comme si l'ego était la représentation du faux individu, de notre fausse personnalité. Et que celle-ci serait donc un obstacle à une réalité supérieure. Et ça c'est intéressant parce que finalement on aurait l'impression que cet ego qui est justement là, il serait mis comme une forme d'écran de quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche. En fait, on pourrait prendre par exemple le film, si tu te rappelles le film Matrix, on a une personne qui est dans une réalité, et le personnage de Thomas Anderson, le héros, le protagoniste de l'aventure, et donc il est dans une certaine réalité, et à un moment donné, il découvre qu'il y a un autre monde, qu'il y a un autre univers derrière cela. Et c'est là où vient naître le personnage de Neo. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, sur la quête spirituelle dans Matrix. Et là, en fait, on pourrait prendre cette métaphore-là de ce film, qui je pense n'est pas mise au hasard non plus, de dire, en fait, on pourrait imaginer que notre ego, c'est celui qui voit ce monde de la matrice, ce monde finalement tel que l'on croit qu'il est. Et derrière cela, il y a un autre nous-mêmes qui permet d'accéder à une vision supérieure, à une vision plus élevée, à une couche plus haute, ou à voir les différentes couches de réalité qui sont présentes. Donc, ce que nous présente justement cette forme de spiritualité, c'est que l'ego, en fait, c'est finalement, c'est le mal, quoi. Faut vraiment, si on le prend de la façon la plus basique possible, c'est un boulet, quoi. C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui va nous amener à être plutôt égocentrique, plutôt orgueilleux, vaniteux, à être plutôt orienté très sur nos besoins matérialistes, sur ce genre de choses-là. Et c'est là où finalement se trouve la véritable grande erreur lorsque on parle de tuer l'ego. Parce qu'on a tendance à dire, voilà, j'ai ce côté-là, il y a le côté, on va dire, plutôt sale de ma personnalité, et ce côté sale de la personnalité, il m'empêche d'accéder à une vérité supérieure. Et il m'empêche également, et ça c'est intéressant, à faire mon éveil spirituel. D'ailleurs, éveil spirituel, on pourrait en reparler de ce sujet-là, parce que beaucoup de personnes vont dire qu'ils ont fait leur éveil spirituel, et l'éveil spirituel tel qu'il est dit dans la spiritualité moderne, c'est je me suis connecté à la spiritualité, je suis arrivé à un autre plan de conscience. Mais si on prend la terminologie de l'éveil spirituel tel qu'il est dicté dans certains grands courants spirituels et religieux, ce n'est pas du tout ça. L'éveil spirituel, c'est à ce moment de grâce où finalement on est arrivé à l'apothéose de son être. Et donc il n'y a plus de travail nécessaire en amont. C'est ce que vont appeler par exemple les bouddhistes le nirvana. Et ici, en fait, c'est intéressant d'ailleurs, cette approche bouddhiste qui justement a influencé parmi tant d'autres courants cette approche New Age, parce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, qu'on va avoir l'être humain qui va avoir une évolution qui va se faire, et donc au travers de l'ego, il va être piégé par la partie, moi j'ai envie de dire la partie animale de son être, qui l'empêchera justement d'accéder à tout son plein potentiel.
Si on prend aussi un autre courant plutôt philosophique, on pourrait dire même orienté plus ésotérique, qui est le courant gnosticiste, je vais y arriver, le courant, on va dire les gnostiques, donc le gnosticisme, voilà, le gnosticisme chrétien qui est un courant qui est venu plutôt au début de l'ère chrétienne, donc on est loin de la chrétienté telle qu'on la connaît ou telle qu'on a connue par le catholicisme, par le protestantisme. Non, là on était plutôt sur les débuts de celle-ci, sur les débuts de ces courants-là. Et le gnosticisme est une approche qui pourrait s'apparenter un petit peu plus au soufisme pour l'islam ou un petit peu plus à la kabbale pour le judaïsme. Et sur le gnosticisme, il y a cette idée-là. Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'il y a cette idée-là que finalement, en fait, on avait cet être parfait que l'on a été. Alors on peut imaginer le paradis d'Adam et Ève, ou même l'Adam primaire, qui est un autre concept. Et au moment où on s'est incarné sur Terre, où on est arrivé sur Terre, et bien du coup on s'est coupé avec cette part divine de notre être. Et justement le travail du gnostique, ça va être de retrouver progressivement cet accès à cette part divine de notre être. Donc on retrouve, c'est intéressant parce qu'on retrouve sur tous ces courants-là justement cette approche, cette notion d'évolution, cette notion de on va tenter à progresser, à évoluer pour se libérer finalement de notre part qui est, moi j'aime bien l'appeler la part animale de notre être, pour arriver à la part spirituelle. Sauf que la notion de tuer l'ego, pour moi elle est débile. Je vais pas y aller par quatre chemins, pour moi c'est débile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on part de l'idée de tuer son ego, ça veut dire renier tout ce que l'on a créé jusqu'à présent. Ça veut dire renier toute notre personnalité. Ça veut dire renier tout ce que l'on a été, tout ce que l'on est. Ça veut dire faire un déni littéral de notre nature individuelle. Et en fait, rien que l'idée en tant que telle de tuer l'ego, eh bien, c'est clair que c'est une idée qui vient justement de cette part égotique de l'être. Pourquoi? Parce que finalement, si j'arrive à me connecter à une part supérieure de moi, eh bien la part supérieure de moi, c'est celle qui est censée intégrer un maximum les différents aspects de mon univers interne et intégrer les parts externes du monde. C'est arriver à se connecter à cette part qui est tellement présente à l'intérieur de soi que finalement, eh bien, on va être en harmonie, on va être en paix. Lorsque tu ressens ces moments, ces rares moments j'ai envie de dire, de béatitude, de paix intérieure, de sérénité, bien finalement, il n'y a aucun conflit qui se fait. Il n'y a aucune mise à mort qui n'est demandée. Et encore moins une mise à mort de l'ego. Non, parce que ça n'a plus de sens. Tu es bien, tu es là, tu es dans ce moment, dans cet instant T donné, dans ce fameux moment présent, tel qu'il peut être présenté par certains concepts spirituels, ce moment présent où finalement tout existe, tout est là et tout est juste. Donc on voit que tuer l'ego, ça n'a pas vraiment de sens. Mais alors, que faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet ego? Avant de répondre à la question de qu'est-ce qu'il faut faire sur cet ego, moi j'aimerais qu'on se pose la question un moment, même si on a déjà quand même posé des bases, c'est quoi? C'est quoi l'ego au final? Quelle est la définition? Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est des concepts un petit peu, on va dire, j'ai pas envie de dire des concepts fourre-tout, mais des terminologies qui ont été justement sont des mots importants, mais en même temps qui vont avoir un sens différent en fonction de l'angle sur lequel tu vas le regarder, en fonction de la discipline, de la grille de lecture sur laquelle tu vas avoir. C'est comme le mot âme, par exemple. Le mot âme, c'est exactement la même difficulté pour arriver à vraiment le définir d'une façon synthétique et unique. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé comme définition de l'ego, c'est celle que l'on va retrouver spécifiquement sur l'internaute, qui fait des définitions qui je trouve sont assez bien en général. Le sens premier, alors le sens second, on va encore aller sur le sens second, sur la philosophie, c'est le sujet pensant. Donc là, c'est vraiment très simple. Sujet pensant, ça veut dire, c'est le fameux Descartes, je pense dont je suis. Je pense dont je suis qui est très, très mal compris. C'est pas parce que je pense que je suis, c'est,
si à un moment donné je pense que je suis, eh bien ça veut dire que j'existe. Parce que si à un moment donné j'ai réussi à formuler une certaine forme de pensée, c'est donc que mon identité est là. Et donc sujet pensant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un être qui prend conscience qu'il a des pensées. Donc il prend conscience de lui-même. Donc il existe. Et si l'ego, c'est ce sujet pensant, donc finalement, c'est moi tel que je me définis au travers de la prise de conscience de qui je suis. C'est un peu subtil, c'est un peu philosophique, on va pas aller plus loin, on va aller sur le second sens. Alors avant de te donner le second sens, petit détail et pas des moindres, si on prend l'étymologie du mot, parce que c'est toujours très riche en compréhension, les étymologies. Donc en fait, ego, c'est un mot grec, latin et grec, qui signifie moi ou je. Par exemple, je suis, on va dire ego sum. Donc finalement, lorsqu'on va utiliser, si on devait utiliser un autre mot du langage moderne, sur la même étymologie, on dirait c'est quoi l'ego? C'est je ou c'est moi. Alors, une fois que ceci est dit, parce que ça nous aide à mieux comprendre, donc du coup, le sens psychologique de ego, toujours selon l'internaute, ego désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Donc c'est pas l'individu en tant que tel, c'est la conscience de son existence, de qui il est et comment il se représente à lui-même. Là, ça devient intéressant. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. Dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité de profondeur. Fin de la citation. Donc là, on retrouve justement sur la part spirituelle cette notion que l'ego est vu donc sur ce qui nous empêche d'atteindre cette spiritualité. Et en même temps, on voit que l'ego, c'est aussi une perception de soi, une conscience de soi. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça part du principe que j'ai conscience de qui je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Dès lors, ça fait sens également, cette vision spirituelle de dire de dépasser l'ego et non pas le tuer. On va changer ce mot-là, on va parler de dépasser l'ego. Ça fait sens parce que finalement, dépasser sa perception de soi, l'améliorer, l'amplifier, la faire évoluer. Et on pourrait même imaginer que finalement, notre ego va évoluer au fur et à mesure du temps. Ben, il évolue, c'est évident, puisque notre personnalité évolue. Mais également, si on prend juste la conscience de soi et la représentation de soi, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Et j'ai envie de dire, l'idée, le concept clé, c'est de l'arriver à la faire évoluer jusqu'à l'enrichissement de cet ego. C'est-à-dire l'enrichissement non pas de la partie, on va dire, plus homme-animal de nous-mêmes, c'est-à-dire l'enrichissement de notre égocentrisme ou de notre orgueil ou de différentes compulsions émotionnelles que l'on peut avoir, mais plutôt l'enrichissement de notre perception de nous-mêmes. Donc l'enrichissement de l'ego dans le sens où j'avance progressivement au fur et à mesure du temps et je me connais de mieux en mieux. Et là, c'est génial parce qu'on arrive vraiment en plein sur le cœur du sujet de l'énéagramme, sur vraiment le sens, même j'ai envie de dire, de l'énéagramme. On pourrait se poser la question, à quoi sert l'énéagramme? Il y aurait différentes façons, certains vous diront, ben, c'est un outil pour mieux communiquer, c'est un outil pour mieux se connaître, mais l'énéagramme, c'est aussi un moyen d'arriver à mettre en lumière cette conscience de soi, c'est arriver à affiner cette représentation de nous-mêmes. Lorsque je commence à faire mon introspection et à me dire quel est mon type de personnalité, je ne vais pas faire un test à la con sur internet. Non, si je veux faire ce travail de la façon la plus sage et la plus sérieuse possible, je vais commencer à faire ce travail à l'intérieur de moi. Je vais commencer à utiliser différents outils, différentes méthodes de connaissance des différents types énéagrammes et de recherche de celui qui me parle le mieux. Donc ça, je renvoie
à mes élèves du technicien Enneagramme, tous les exercices que je vous donne sur le module 1, le module spécial et le module 2 de la formation sont là justement pour aider à faire ce travail d'introspection. Et comme vous le savez, il y a également un autre travail qui dit, voilà, je me vois de façon égotique, c'est-à-dire je me vois selon ma représentation que j'ai aujourd'hui de moi, mais les autres me voient différemment de ce que je me vois. Donc, comment est-ce que eux-mêmes peuvent m'aider à mieux me connaître? Et là, vous avez des exercices là-dessus. Donc ça, on voit qu'on a ce travail-là. Pour celles et ceux d'entre vous qui, je vais continuer par rapport à ça, qui ne sont pas membres de la formation technicien Enneagramme et qui écoutent ce podcast et qui seraient intéressés justement sur l'Enneagramme, je vous invite à regarder les liens en description et notamment à regarder la masterclass qui est encore accessible, que j'avais faite, que j'avais enregistrée il y a quelques temps de cela, qui va vous permettre de découvrir les 9 types de personnalités, et ainsi déjà voir lesquelles vous parlent le plus, et puis voir si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, avec moi. Donc là, l'Enneagramme va nous aider là-dessus. Mais c'est pas la seule mission de l'Enneagramme. Et toujours pareil, là je vais refaire un lien avec le Tech Enneagramme, et tout particulièrement avec la première vidéo du premier épisode, du premier module de la formation, donc le tout premier épisode. On parle en Enneagramme de 2 concepts. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de Gurdjieff, je t'ai parlé de Gurdjieff en avant. Et en fait, il y a un concept qui s'appelle la personnalité adaptée et la personnalité supérieure. C'est-à-dire que l'ego, c'est vrai qu'on n'a pas mis le mot là-dessus, mais on pourrait l'imaginer comme notre personnalité, notre perception de nous-mêmes et finalement qui nous sommes au regard de notre personnalité. Et l'Enneagramme dit ceci, dit que notre type de personnalité, c'est ce qui appartient à notre personnalité adaptée. C'est-à-dire notre fausse personnalité. C'est-à-dire l'habit que l'on va mettre, que l'on va endosser pour pouvoir nous intégrer à ce monde réel. Pourquoi à un moment donné, une personne devient ou développe un type 5 Ennéagramme? Pourquoi est-ce qu'il a peur de l'intrusion? Pourquoi est-ce qu'il va observer le monde extérieur et chercher à le comprendre? Eh bien peut-être parce que justement, son ego a développé un mécanisme de réponse face à des menaces qu'ont amené, ou du moins qu'il a cru voir, du monde extérieur. Pourquoi est-ce qu'un type 2 Ennéagramme va rechercher à aider, séduire les autres, se rendre utile pour l'autre? Eh bien pour recevoir de l'amour en retour. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a senti que le monde extérieur, dans sa putain d'enfance, ne pouvait pas lui donner cet amour dont il avait besoin. Donc on se rend compte que cette personnalité adaptée, c'est pas juste une personnalité adaptée, c'est une personnalité qui est adaptée, certes, mais à quoi? Personnalité adaptée au monde. Donc finalement, c'est notre façon de nous adapter à ce monde extérieur. Et c'est là où on peut définir de façon plus claire cette notion d'ego d'un point de vue spirituel et même d'un point de vue psychologique. Si on regarde l'ego, une autre définition qu'on pourrait donner de celui-ci, c'est tout ce que notre personnalité, tout ce que notre conscience et notre inconscient va mettre en place pour justement arriver à survivre d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Et donc pourquoi à un moment donné, on a je suis sûr que tu as déjà vécu ça, soit toi ou tu as déjà rencontré des personnes qui ont ce mécanisme-là. C'est-à-dire, le mécanisme suivant, tu les amènes, tu les mets face à une vérité. Genre par exemple, 1 plus 1 égale 2. Tu mets la personne face à cette vérité-là, et la personne en face de toi va faire un énorme déni de ça. C'est-à-dire non, c'est pas possible, non, je suis pas d'accord. 1 plus 1 n'est pas égal à 2 parce que regarde, si tu fais ça, 1 plus 1 égale à 3. Et souvent, quand on amène justement des personnes face à ce qui semble être la vérité, semble être la réalité, et que cette personne-là en face de toi fait un déni, c'est parce que son ego, c'est pas pour, déjà premier point, c'est pas pour t'embêter, clairement. C'est pas pour faire plaisir ou c'est pas parce que cette personne est en train de te mentir. Non. Par contre, elle a mis en place inconsciemment un système de défense qui fait que il vaut mieux qu'elle n'intègre pas ou qu'elle ne valide pas cette vérité-là
à cet instant T donné, parce que si elle la valide, ça peut porter atteinte à sa vision du monde. Ça peut porter atteinte à son intégrité psychologique. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que cette personne va répondre de façon qui peut sembler aberrante et faire un déni de la réalité. Parce que à l'instant T donné, la réalité en tant que telle, ou ce qu'amène le monde, n'est pas gérable pour la personne. Donc l'ego vient en protection. Et c'est intéressant de voir que finalement, la perception que l'on... Enfin, ce qu'est l'ego, ou les mécanismes de l'ego, sont là pour une bonne raison. Et l'une d'entre elles, c'est d'assurer notre protection. C'est de nous protéger face à des menaces, des dangers, des souffrances que peut nous amener le monde extérieur, ou parfois que peut nous amener certaines idées intérieures. Donc monde extérieur et monde intérieur. Et donc, cette personnalité adaptée, du type Ennéagramme, mais pas que, parce qu'on peut parler de type Ennéagramme, mais on peut ouvrir ça. Souviens-toi, j'ai fait un podcast sur le MBTI. Si on prend par exemple les mécanismes d'introversion, d'extraversion, le côté plutôt orienté, un jugement orienté plutôt pensée ou plutôt sentiment, eh bien ici aussi ça fait partie des tendances de notre personnalité qui nous permettent justement de mieux gérer le monde extérieur. Donc on a ce genre de choses là aussi qui sont présents et qui font partie de notre ego, qui font partie de la personnalité. On pourrait parler également de notre niveau d'évolution sur la spirale dynamique. Spirale dynamique, petite parenthèse, je vais reparler ce sujet. Normalement, vous avez un lien en description qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là. J'ai fait une formation d'ailleurs à ce sujet, sur la spirale dynamique. Donc là, vous voyez que que ce soit l'énéagramme, que ce soit spirale dynamique, que ce soit l'MBTI, que ce soit aussi d'autres parts en personnalité, on pourrait parler des métaprogrammes en PNL et bien d'autres choses. On en fera probablement d'ailleurs un podcast sur le métaprogramme parce que c'est intéressant aussi. Eh bien, on a cet ego-là qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous aider, qui est là pour nous aider à assurer notre survie. Sauf que, c'est là la difficulté, c'est là l'envers du décor, c'est que cette personnalité adaptée, certes, nous aide à nous adapter à ce monde, nous aide à répondre à une menace à un instant T donné, ou à répondre à un besoin psychologique ou physiologique ou émotionnel qui est présent à l'intérieur de nous, sauf que elle va être limitante. Et c'est là où la part spirituelle devient intéressante et où elle a raison. La part spirituelle du moins dans l'approche telle qu'on va la voir sur des courants New Age ou sur une spiritualité plutôt moderne, c'est cette notion qui finalement, et c'est d'ailleurs ça qui peut parfois sembler paradoxal sur certaines personnes qui vont plutôt matérialistes ou pour ne pas dire scientistes, c'est qu'ils vont amener cette idée d'évolution darwinienne sur l'évolution de l'être, mais notre évolution spirituelle, notre évolution psychologique, elle a aussi une approche, ben justement, le mot est donné, le mot évolution, elle a aussi cette approche de progression de soi, d'amélioration, de complexification également. Et c'est vraiment cette idée clé sur l'énéagramme. C'est là une motif, c'est ok, je veux comprendre mon type de personnalité, mais je ne vais pas comprendre juste mon type de personnalité, je vais également voir comment je peux m'améliorer, comment je peux arriver à goûter les bénéfices, les nectars de mon type de personnalité, les bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes choses dans tous les profils de personnalité, et comment justement je peux arriver à soigner mes blessures, à observer, à découvrir les parts d'ombre qui sont à l'intérieur de moi et trouver la lumière qui est cachée à l'intérieur de ces parts d'ombre. Parce qu'une part d'ombre en tant que telle, il ne faut pas la jeter. Non, ça c'est la personne qui veut tuer son ego. Elle va jeter ce qui lui plaît pas. Non, on va aller voir pourquoi, quelles sont les bonnes raisons. Derrière chaque chose, chaque comportement, il y a une intention positive derrière. Ça c'est un des concepts clés en PNL, mais pas que. Il y a une intention positive, il y a quelque chose qui a motivé ce comportement. Parfois, ce mécanisme-là est très animal, est très viscéral. Donc, c'est sûr qu'il peut être très délétère, aussi bien pour la personne que pour son environnement. Mais ce qui nous intéresse, c'est voir quelle est l'origine, quelle a été la raison, et comment est-ce que je peux arriver à dépasser ça. Comment est-ce qu'à un moment donné, eh bien, une personne est arrivée, était dans un état de tristesse très profond, un état de tristesse de dépression,
à commencer à boire, à se mettre sur une forme d'alcoolisme. Et à un moment donné, aujourd'hui, on va lui dire, ben voilà, ton problème, c'est ça, c'est l'alcool. Non, ben oui, en tant que tel, c'est vrai que c'est une partie, c'est un endroit du problème. Mais il y a aussi la raison en amont. Donc, quelle est la raison en amont? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes qui vont déclencher le fait qu'une personne va avoir tendance à justement succomber à l'alcool? On pourrait parler aussi du sucre, aussi, de succomber au sucre ou à quelque autre forme d'addiction, qu'elle soit douce ou forte. Qu'est-ce qui va amener à succomber là-dedans? Et dès lors, comment est-ce que je peux arriver à trouver quelque chose de positif qui va aider à changer ça? Alors bon, là, je suis en train de rentrer dans un sujet qui est ultra sensible, j'en ai totalement conscience. Je suis en train de presque ouvrir une boîte de Pandore, donc on va pas aller plus loin là-dessus parce que le sujet est hautement plus complexe. Et je sais que certains qui peuvent écouter le podcast peuvent attendre une réponse et comment je fais. Non, on va pas rentrer là-dedans. C'est vraiment un tout autre sujet. Mais par contre, on a déjà des formes de solutions qui est de dire, voilà, il y a notre ego qui à un moment donné va nous amener sur des comportements, va nous amener sur des attitudes, va nous amener sur des modes de fonctionnement qui certes sont très négatifs, nuisibles pour nous ou pour notre entourage. Parfois, c'est des mécanismes qui sont nuisibles pour notre entourage, on ne se rend pas compte et du coup, indirectement, ils deviennent nuisibles pour nous. Et parfois, ils sont nuisibles pour nous et on en a conscience et on veut changer ça. Donc, on va aller explorer ce monde intérieur. On va aller explorer cette personnalité adaptée. Si on devait mettre d'autres mots sur cette personnalité, donc effectivement, on pourrait parler de l'ego. On pourrait parler moi j'aime bien parler de la partie plutôt animale de notre être, celle qui est plutôt réactionnelle. On pourrait parler de l'être conditionné, de la fausse personnalité. Certains parlent de fausse personnalité, tu te souviens, j'en ai dit en amont. De conscience diminuée, de caractère aussi. L'ego aussi, on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a pas dit, c'est aussi un lien avec le caractère. Et l'idée, c'est d'aller atteindre un autre état d'être. C'est-à-dire un état d'être qui est ce qu'on ne va pas appeler notre personnalité adaptée, mais un énagramme, notre personnalité supérieure, c'est-à-dire la part évoluée de notre être. Et c'est là où finalement on va passer par exemple sur la notion de l'homme, par exemple, peut-être qu'on va le définir, à la notion, si on prend Nietzsche, du surhomme. Si on prend l'ego en tant que tel, à non pas communiquer avec notre ego, d'un point de vue spirituel, si on prend la définition spirituelle de l'ego, mais communiquer avec notre âme. Ça, j'en ai parlé précédemment. J'en parle également, on en parle beaucoup avec Carla sur Connexion à l'invisible. Encore une fois, les liens sont, oui, exact, tu le sais, dans la description. Et puis pour les élèves de Connexion à l'invisible, vous savez très bien de quoi je parle quand on évoque le mot âme. Ensuite, donc, on a aussi la notion de personnalité. Dans certains concepts de spiritualité vont parler de personnalité et d'essence, se connecter à son essence de son être. La conscience diminuée, si ça va être quoi l'autre mot? C'est conscience éveillée. Tout ça, c'est des synonymes que je suis en train de vous donner à chaque fois, de personnalité adaptée, personnalité supérieure. Et là, ici, sur cette personnalité supérieure, on va passer également de l'être conditionné à l'être réel ou à l'être supérieur. Donc c'est vraiment aller goûter à la part la plus évoluée, la plus élevée de notre être. Donc là, on comprend que cette notion de tuer son ego n'a plus de sens. Parce que à un moment donné, l'ego est nécessaire. L'ego me permet d'assurer ma survie psychologique, physiologique et émotionnelle. Mais également, on se rend compte que l'ego, on va arriver à différencier l'ego en lui-même et ses différentes parties. Donc, lorsque je veux dire tuer mon ego, à un moment donné, je suis quelqu'un d'égoïste, je veux tuer mon ego. Non, je veux pas tuer mon ego. Et je veux pas tuer l'égoïste qui est à moi. Parce que si l'égoïste qui est à moi, il est présent, cette part donc de l'ego, c'est qu'elle a une raison d'être à un moment donné. C'est que j'ai des besoins aussi à assurer. Si à un moment donné, je m'occupe pas de moi, comment je vais pouvoir assurer d'un point de vue plus pratico-pratique ma survie? Si à un moment donné, je me laisse trop faire, je suis trop orienté, tourné vers l'autre. Donc tourner vers soi, c'est aussi nécessaire. Donc si on prend cet exemple d'égoïsme, je dois me tourner vers moi pour, même si je veux aider les autres,
je dois apprendre à bien me tourner vers moi, à bien prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est fondamental. Donc même pour les autres, la part égoïste, par exemple, si on prend cet exemple-là, de mon être, est nécessaire. Là où ça devient mauvais, c'est quand cette part égoïste devient trop forte, devient nuisible pour moi ou pour les autres. Là, si l'égoïste qui est à moi est trop présent et que ça fait mal à ma famille, à mes proches, à mes amis, et que ça fait mal à mes collègues de boulot ou autres, ben forcément, ça va avoir un impact sur eux, mais aussi sur moi. Donc c'est toujours cette histoire de trop. Donc là, vraiment, cette idée, c'est, voilà, il y a l'ego, il y a toute cette partie, toute cette conscience de soi que qu'on va chercher à découvrir, à reconnaître, et à voir comment on va enrichir notre perception de ça. Et après, une fois qu'on a enrichi cette connaissance de soi, on va l'améliorer. Alors comment on fait? Eh bien, on va développer plusieurs choses. D'abord, on va commencer à utiliser des approches, des outils, des disciplines qui permettent justement de prendre conscience de soi-même, de faire cette vraie connexion à la connaissance de soi. Pour rappel, j'avais dit en amont sur un précédent podcast, si tu te rappelles, la personne qui dit « je me connais moi, je me connais suffisamment » ne se connaît pas du tout. Donc, on commence à découvrir cet océan qui est caché à l'intérieur de nous. On fait cette introspection. L'énéagramme est un superbe outil pour vraiment faire cela. Pourquoi? Pas seulement pour la découverte des 9 types énéagrammes, mais aussi par les différentes approches, on va dire, la philosophie qui l'amène derrière cela. C'est-à-dire, par exemple, l'observateur intérieur, pour ne citer que lui. La notion d'évolution de son être, la solution de niveau d'intégration et de désintégration de soi. Qu'on parle d'énéagramme, de type de personnalité ou pas, rien que le fait de connaître l'intégration et désintégration de soi, ça aide. Et donc on prend conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, on prend conscience de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait pas beaucoup de bien, voire ce qui nous fait du mal. On essaie de comprendre pourquoi c'est là, quelle est l'origine, si c'est nécessaire d'aller remonter l'origine. Les thérapies brèves pourront dire que dans certains cas, c'est pas forcément nécessaire. Donc, juste comprendre ce qui se joue à cet instant T donné dans ce qui ne va pas. Est-ce que je veux le remplacer? Oui. Par quoi? Quelles sont les parties de moi qui ne veulent pas le remplacer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et comment, tout simplement, je peux m'améliorer pour devenir une meilleure personne? Parce que c'est ça l'idée. C'est ça la clé. C'est arriver à toujours grandir, à toujours s'améliorer, à se sentir mieux, à se sentir plus serein, plus en écoute de soi, plus en connexion avec qui l'on est, plus en phase avec la part, justement, cette part supérieure de notre être, cette part divine, j'ai envie de dire, si tu me permets l'expression, divine de notre être, qui est là, cette flamme intérieure qui est cachée à l'intérieur de toi et qui s'est déjà exprimée à différents moments. Comment faire pour qu'elle s'exprime plus? Comment faire pour la faire rayonner au maximum? Eh bien, justement, en apprenant à mieux se connaître et en continuant à, justement, une fois qu'on a observé, qu'on a découvert, qu'on a la perception de ce feu intérieur, à l'entretenir et le faire vivre de la façon la plus belle et la plus juste possible. Je te laisse là-dessus. J'espère que cet épisode aura pu t'aider au maximum. Si tel est le cas, je t'invite vivement à me donner une note, pourquoi pas un 5 étoiles, et un commentaire sur la plateforme de podcast où tu écoutes, si celle-ci le permet. C'est toujours énormément aidant pour moi, pour justement valoriser ce podcast, et motivant pour pouvoir faire d'autres podcasts de cette qualité-là, je vais y arriver, voire de qualité supérieure. C'était un plaisir, et on se dit à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour un nouveau podcast et un nouveau sujet. À très vite.